Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 8 mars, nous soulignons une journée importante, la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème de la journée est « Écoutons les femmes ». Et à la table de quartier, on a eu envie de faire appel aux nombreuses femmes qui travaillent au sein de notre quartier, dans le milieu communautaire, afin de leur offrir la parole et de s'offrir un espace de discussion avec le projet podcast. La CDC est ainsi heureuse de produire 2 émissions spéciales qui seront diffusées aujourd'hui sur notre site Internet ainsi que sur notre compte Facebook. Et au cours des 2 épisodes, on va aborder notamment les impacts de la pandémie sur les femmes. Pour le présent épisode, nous recevons 2 femmes qui travaillent pour le Centre des femmes de Montréal. D'abord, Rachel Jordan, intervenante psychosociale au programme Femmes autochtones. Salut Rachel. Salut Guillaume. Nous recevons également Kim Chauvette, également intervenante psychosociale au programme Femmes autochtones. Salut Kim. Salut Guillaume. Kim, Rachel, pour se lancer dans le sujet de la Journée internationale des droits des femmes, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous interpelle dans cette journée-là? Elle représente quoi, la Journée internationale des droits des femmes pour vous? Et qu'est-ce qui fait écho pour vous dans le thème de cette année, Écoutons les femmes? Je vais me lancer en premier parce que je vais le faire. En fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais commencer par dire que une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de participer au podcast, c'est parce qu'on parle de la Journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qui concerne tous les droits de toutes les femmes dans le monde, mais au Canada puis au Québec, malheureusement, c'est pas vrai et c'est pas encore le cas que toutes les femmes ont accès aux mêmes droits parce que les femmes autochtones doivent répondre à une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, puis ça leur donne pas accès aux mêmes droits que les femmes québécoises et canadiennes. Et pour moi, je trouvais que c'est important qu'on le souligne parce que 8 mars, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, mais il y a encore beaucoup de choses à faire ici même, à l'intérieur de nos frontières, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la province et à l'intérieur du pays. Donc, je trouvais que c'est important de le mentionner. Puis je trouvais que aussi, je voulais prendre un temps pour honorer cette journée-là, honorer cette journée-là, puis honorer les femmes avec qui je travaille aussi, parce que le thème, c'est quand même écoutons les femmes, puis j'avais envie qu'on puisse entendre indirectement, parce que ce ne seront pas leurs voix, mais ça va être ce que moi j'entends. Donc, je voulais porter ces voix-là, parce que ces femmes-là vivent des réalités trop souvent invisibilisées. C'est pas mal ça. Je laisse Rachel continuer. Oui, Kim, elle a dit beaucoup de choses qui me concernent aussi, que je porte également. Je suis vraiment d'accord avec elle. Merci vraiment, Guillaume, d'avoir accepté de faire ce podcast-là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment important pour nous, surtout dans le contexte de la pandémie. Puis moi, je voudrais ramener ça de l'avant aussi dans le podcast aujourd'hui, mais aussi par rapport à cette journée-là du 8 mars, qui est une journée de revendication, de critique sociale. Puis il y en a une dans l'année. Mais moi, je trouve personnellement que ça devrait être tous les jours. Ça devrait être tous les jours le 8 mars parce que les droits des femmes ne sont pas acquis. Puis comme ma collègue elle a dit, les droits des femmes autochtones encore moins. Fait que d'avoir des espaces comme ça, des tribunes où on peut parler, partager sur ce qui se passe réellement, critiquer même, essayer de trouver des solutions ensemble, ça fait du bien, tu sais. Fait que je voulais mentionner ça. Puis par rapport au slogan de cette année, « Écoutons les femmes », c'est super pertinent, je trouve, parce que les femmes ont été présentes à l'avant-plan à plein de niveaux cette année dans la pandémie.
notamment celles qui ont dû se suradapter au travail, dans les milieux du care, que ce soit à la santé, les services sociaux, dans l'éducation. Les femmes autochtones ont eu à travailler aussi là, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos organismes. Elles sont présentes, comme nous aussi, les intervenantes. Fait qu'on a eu à être au front à plein niveau. Puis c'est vraiment important. Puis elles portent aussi beaucoup de choses avec cette année-là, qui a été difficile, qui a beaucoup demandé, en fait, en termes d'adaptation et de flexibilité, parfois trop même. Puis ces femmes-là aussi ont été exposées à plein de choses, ont été surexposées à des violences, ont aussi perdu plein d'emplois qui sont considérés comme non essentiels. Ils ont multiplié des rôles, tu sais. Fait que je pense que comme ça fait beaucoup de sens, ce slogan-là, écoutons les femmes, même si ça devrait toujours être ça, selon moi, mais bon. Voilà, fait que c'est ce que j'aurais ajouté. Super. Rachel, Kim, lorsque vous avez accepté mon invitation au podcast du Grand Plateau pour enregistrer un épisode dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, vous m'avez signifié votre envie d'aborder le sujet des impacts de la pandémie pour les femmes autochtones. Et je pense que la meilleure manière de lancer la discussion d'aujourd'hui serait carrément de vous demander quels sont les impacts de la pandémie pour ces femmes-là. Oui. Ben, d'abord, je voudrais dire que moi et Kim, on est des intervenantes qui travaillent au Centre des femmes de Montréal pour le programme Femmes autochtones, mais on est des intervenantes qui sont allochtones. Donc, nous ne sommes pas autochtones. Ce qu'on va parler aujourd'hui, par rapport aux impacts, c'est des choses que l'on a vues de nos propres yeux, que l'on a observées. C'est des témoignages qu'on a reçus également de la part de d'autres partenaires sur le terrain, de la part de notre expertise comme intervenante, comme professionnelle, avec nos bagages de vie aussi. Puis il y a des choses là-dedans que comme on a quand même une limite là, dans le fait de nommer ces impacts-là parce qu'on n'est pas des femmes autochtones. Puis ça, on voulait le nommer, c'était très important. Mais on ne peut pas prétendre comprendre la réalité des femmes autochtones parce qu'on n'en est pas. Donc, on peut témoigner de ce qu'on entend et ce qu'on voit, mais c'est la limite qu'on a. Exactement. C'est vraiment important de le souligner. Oui, mais tout à fait. Kim a vraiment bien résumé ça. Je pense que pour partir des impacts, il faut comprendre aussi la notion intersectionnelle, en fait, que ces femmes autochtones-là puissent vivre. Puis, quand on parle de femmes autochtones, c'est un terme parapluie là, qui a été créé là, pour parler des Premières Nations, des personnes métisses et aussi de la nation inuit. Ces femmes-là sont à des intersections où elles vivent des oppressions. Elles ont vécu des oppressions et en vivent encore aujourd'hui au niveau de violences sexistes, au niveau de violences coloniales, au niveau de violences racistes. Puis c'est là qu'il y a une nuance vraiment importante à faire avec d'autres femmes dans le type de violence qu'elles peuvent vivre. Parce qu'une femme autochtone va vivre, c'est vraiment à plein de niveaux. Elles vont être appelées elles vont subir de la violence d'un partenaire, par exemple, dans leur quotidien, dans la famille, mais elles vont aussi vivre du racisme de la part d'un officier de police. Puis elles vont aussi vivre d'une oppression coloniale juste parce qu'elles doivent montrer leur carte de statut indien à chaque jour, qui leur enlève des droits, puis qui les ostracise. Puis ça, c'est encore aujourd'hui, en 2021, là. Ça n'a pas changé. Il y a des choses qui se sont modifiées, améliorées, mais on est encore, ces femmes-là vivent encore ces multiples oppressions-là. Fait que ça teinte, puis je voulais commencer par ça parce que ça va teinter toutes les formes d'impact que ces femmes-là ont pu vivre, tu sais. Fait que quand tu parles d'une femme qui est en situation, par exemple, qui est une femme autochtone, premièrement, elle est femme, elle est autochtone, et ensuite, elle est en situation d'itinérance. Et ensuite, tu peux rajouter qu'elle pourrait avoir des problèmes de consommation. Là, tu viens de mettre comment cette femme-là fait pour répondre à ces attaques-là dans la société. Tandis qu'une femme québécoise, par exemple, moi, qui vit de l'itinérance, mon défi quotidien, mes luttes quotidiennes, les violences que je vais vivre sur le terrain vont être
beaucoup moins. Les impacts vont être beaucoup moins présents. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas être là, mais il y a vraiment un niveau assez significatif là, de violence. Il faut le prendre en compte, ça. Ben, c'est parce qu'il y a des biais différents, en fait, en ce qui Mhm. concerne les femmes autochtones. C'est que non seulement elles font face à ces intersections-là, mais c'est aussi la lecture de leur réalité que les personnes en font, en fait. C'est là que se retrouve une autre intersection. En fait, c'est par le fait d'être autochtone, il y a le biais social d'une société qui pose un regard différent sur toi, puis qui va avoir des différentes conditions à l'aide apportée. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis ou Oui. ça fait du sens, là, mais parce que déjà, faut le dire, je l'ai nommé au départ, mais il y a une loi fédérale là, qui fait en sorte que les femmes autochtones n'ont pas les mêmes droits au départ que les femmes québécoises. Quand elles veulent avoir accès à un système de santé, là, elles doivent demander un remboursement qui est différent avec la RAMQ, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est des étapes supplémentaires. C'est une charge aussi supplémentaire, il faut le nommer. Là. Quand tu es malade puis tu vas pas bien, puis il faut qu'en plus tu fasses des démarches pour pouvoir te faire payer tes soins de service, c'est quand même une charge supplémentaire que nous, on présente notre carte, puis c'est fini. Mm-hmm. C'est important de le nommer, c'est juste un exemple, là, mais c'est ça, c'est qu'en temps normal, les femmes autochtones, elles vivent déjà une intersection juste avant même, en naissant. Fait que pendant la pandémie, ça s'est juste exacerbé, en fait, parce que les services sont devenus de moins en moins accessibles. Puis, la façon de recevoir les services a été de plus en plus compliquée pour elles. Puis, non seulement ça s'est exacerbé, mais ça en a créé d'autres aussi. Je pense que c'est là-dessus qu'on va plus développer. Oui. Mais justement, au niveau de l'isolement, c'en est un impact qui a touché tout le monde dans la société avec la pandémie. On n'a pas eu le choix de s'isoler, on n'a pas eu le choix de se restreindre nos déplacements puis de pratiquer la distanciation sociale et tout. Mais pour les femmes autochtones, ça a eu des impacts vraiment considérables. Je pense aux aînés d'ailleurs, que nous, on connaît, qu'on côtoie, qui sont en ville, qui ont dû être isolées dans la première partie de la pandémie parce qu'elles étaient à risque, puis c'était sérieux, là. Puis elles aussi avaient peur, mais le niveau de détresse que ces femmes-là pouvaient vivre, d'être pris dans un espace où tu es dans ton appartement et tout, mais il se passe quoi d'autre? Je ne peux pas avoir de visite, je ne peux pas aller voir mes proches, je ne peux plus non plus nécessairement sortir de la ville pour aller voir ma famille. Je peux, la vie s'est arrêtée pour beaucoup de monde, mais je pense que pour les personnes autochtones, il y a eu vraiment un effritement au niveau de la vie communautaire, la vie sociale. Puis ça l'a pesé, puis ça pèse encore aujourd'hui là, en termes de détresse. Puis chez les aînés, ça s'est remarqué, c'est flagrant. Au centre, on travaille beaucoup avec les femmes qui sont quand même assez âgées, puis on a eu à faire des interventions de soutien accru téléphonique pour assurer un support puis assurer une présence dans la vie de ces femmes-là. Parce que c'était vraiment extrêmement difficile pour elles de vivre ce confinement-là, puis c'est là encore aujourd'hui, tu sais. Au niveau de la vie communautaire, au niveau de la vie artistique, il y a les festivals en ville, ça s'est terminé aussi. Tout est devenu en virtuel, mais on avait des festivals vraiment intéressants. On a un powwow à chaque année à Montréal également. Il y a le Festival Présence autochtone qui est là aussi. Ces événements-là permettent aussi aux personnes autochtones, aux femmes autochtones qui habitent la ville de Montréal, de se retrouver aussi entre elles avec d'autres personnes, puis de célébrer leur culture. Dans une pandémie où tout ça est mis en arrêt, tu te retrouves juste dans une ville, puis souvent, tu n'as plus l'impression de reconnaître ta culture dans son sein. T'sais. Puis ça a été très, très pesant. Ouais. Puis aussi de nommer que non seulement il y a ça, mais je veux ajouter que l'accès à la culture puis les pratiques culturelles sont devenues de moins en moins possibles parce que les différents services étaient fermés. Mais non seulement à la télé ou dans les trucs, il n'y a pas vraiment de place dans les médias pour la culture ou les spécificités propres à la culture des différentes nations autochtones. Ouais. Il n'y a pas de représentativité, fait que c'est difficile de célébrer sa culture de cette façon-là. Je pense que ça, c'est aussi un aspect
Puis ben aussi, il faut nommer, certaines personnes vieillissantes ou âgées ont accès à du matériel de télécommunication, mais c'est pas tout le monde. Puis c'est pas juste pas par nécessité économique, des fois c'est parce qu'on sait juste pas comment ça fonctionne. Fait que ça aussi, ça les a coupés de certaines formes de contact culturel ou de contact tout simplement avec des personnes. Tout à fait, c'est un luxe là, d'avoir Internet, là, puis d'avoir, de pouvoir rouler Zoom, puis de pouvoir contacter tout le monde sur Facebook. On voit ça comme si c'est acquis, mais non. Les gens dans la société, surtout celles qui sont en situation de pauvreté, ben, peut-être qu'ils vont avoir à faire un choix avec leur aide sociale, à savoir est-ce que je m'achète un ordi ou je paye mon épicerie. J'essaye de payer mon épicerie. Je m'en vais chercher un panier à quelque part, puis je vais plus mettre mon argent juste sur mon loyer qui est trop cher. À un moment donné, il y a ça aussi, il faut être au fait des réalités avec lesquelles ces femmes-là vivent, les gens vivent. Puis je voudrais revenir sur l'isolement aussi, parce qu'on parle à Montréal et tout ça, mais les ondes rouges, là, ça a eu un impact majeur. Il y a plein de femmes qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus visiter certains membres de leur famille dans d'autres communautés. C'était impossible d'aller dans des enterrements. Puis ça, c'est pesant. C'est impossible d'aller à l'accouchement d'un membre de la famille, d'aller dans des mariages. Il n'y a pas eu de power non plus cette année. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce roulement-là. Je veux dire, tu n'es pas juste à Montréal pour être à Montréal. Non, les gens vont aller à cette île, ils vont aller à Massouillache, ils vont aller en Abitibi dans les communautés, puis ils vont bouger comme ça. Mais du jour au lendemain, tu leur demandes de rester. Puis en plus, tu es considéré à risque parce que tu habites Montréal. Puis là, tu sais que tu peux être porteur d'une maladie qui peut affecter les tiens dans une communauté. C'est déchirant. Et ça l'isolement a affecté énormément les femmes autochtones ici, là. Pour ces raisons-là, je voulais quand même le mentionner, là. Je pense que pour d'autres, c'est pas une réalité, mais pour les femmes autochtones, c'est vraiment présent. Puis en continuant là-dessus sur les zones rouges, il y a aussi l'impossibilité de transport. Il faut le nommer, là, il n'y avait plus d'autobus voyageurs. Fait que les femmes qui se sont installées, par exemple, à la ville, mais qui veulent aller rendre visite à leur famille dans différentes communautés, ben c'était plus possible. Si elles avaient un véhicule, c'était possible, mais si elles n'en avaient pas, c'était plus possible. Puis dans certaines communautés, ben aussi, je pense, au début de la pandémie, tu rentrais puis tu sortais pas pendant 2 semaines, là, tu sais. Fait que ça aussi, il faut le nommer, c'est quand même quelque chose d'important, tu sais, ça a vraiment eu un impact sur quand tu peux plus voir ta famille, quand tu as plus de contact avec ton réseau familial, ben, c'est sûr que ça a un impact sur ta santé psychologique et émotionnelle. Mm-hmm. D'autant plus dans une période qui est, même sur le plan personnel, toute personne qui était excessivement angoissante, là. Et ça, c'est des aspects que vous avez vu ou côtoyés ou sentis à travers votre travail au Centre des femmes, puis à travers le programme pour lequel vous travaillez, l'isolement, l'effritement, vie communautaire, vie sociale, ces coupures-là avec les liens avec les communautés. Oui, tout à fait. Oui, on l'a fait. Ben, c'est arrivé avec plusieurs femmes, là. Il y a plusieurs femmes. Il y en a qui ont réussi à retourner dans les communautés puis qui sont restées là. C'est sûr que quand c'est très éloigné de Montréal, c'est peut-être mieux, mais il y en a qui pouvaient plus faire les allers-retours, qui avaient des enfants, qui sont quand même rendus des adultes, qui sont sur le point d'avoir des enfants, qui ne peuvent pas aller les visiter, qui ne peuvent pas voir le nouveau-né. C'est difficile de ne pas pouvoir accueillir une nouvelle personne dans la famille. Surtout quand on est le grand-parent, ça vient vraiment toucher des choses sensibles puis importantes. Dans toutes les cultures, j'imagine que la famille est importante, mais pour les nations autochtones, la famille, c'est très important. Oui, tout à fait. Le rôle des elders, des personnes âgées, c'est très important. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact. Ça a vraiment apporté, ça a vraiment augmenté le taux d'anxiété aussi. Puis ça a apporté beaucoup de perte de sens. Puis de la frustration. Puis de la frustration, tu sais, parce que, oui, pour ça aussi, pour le lien à la communauté, puis tout ça, mais si je fais un lien aussi avec comme les services qui étaient déjà ici ou les activités que les femmes pouvaient suivre,
Je pense au niveau de la conso aussi. Du jour au lendemain, tu as un groupe de soutien, tu vas à tes meetings, puis là, tu as la pandémie qui frappe, puis là, tu viens de perdre tout ton réseau soutenant, social. Tu ne sais plus comment aller à tes meetings, c'est plus sûr que ça va être remis sur pied. Ça fait peur, puis tu viens de perdre un sens de ce que tu avais mis en place aussi dans ta vie pour toi qui faisait du sens. Puis ça peut être d'autres choses, ça peut être des activités culturelles, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses. Ça l'a vraiment eu... fait que nous, au niveau de la santé mentale, c'est ça, là, ça faisait partie vraiment de nos interventions. On avait toujours ça en ligne de compte. Puis combien de fois j'ai eu des femmes qui pleuraient puis qui me disaient, bon, ben un tel est parti, tu sais. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des... Un tel est parti, je viens d'avoir un appel de ma mère, ben, je peux pas prendre un billet d'avion puis aller dans la communauté, tu sais. Ça aussi, c'est déchirant. Puis je dirais même à l'hôpital ici, tu sais. Combien de fois il y en avait des femmes qui venaient nous voir puis nous dire, bon, ben je sais qu'une telle est à l'hôpital, je sais qu'un tel est à l'hôpital, j'ai même pas accès, je peux pas rentrer à l'intérieur. Puis cette détresse-là, tu sais, on la vit avec eux autres, ils la portent, tu sais. Fait que ça le... Ouais, je dirais, je finirais là-dessus, là, mais... Ben, je voulais juste ajouter pour l'isolement, c'est sûr que là, c'est sur un autre aspect beaucoup moins poignant, mais il y a le fait que ben, c'est pas toutes les femmes autochtones en milieu urbain qui vivent dans Montréal-Centre, puis il y en a qui sont quand même éloignées, puis ben, pendant le gros de la pandémie, quand il y avait le confinement sévère, là, où personne ne pouvait vraiment sortir, c'était même avant le couvre-feu au tout début, ben, il y a des femmes qui étaient dans le besoin, qui ont des familles, qui par exemple habitent à la salle, puis qui ont besoin d'un panier alimentaire, mais qui n'ont pas de ressources dans leur coin. Fait que c'est souvent dans le sens. Puis là, ben, ils ont 3 enfants. Puis là, on va leur dire, ben, il faut qu'elles se déplacent pour venir chercher un panier alimentaire. Mais là, ils n'ont pas de gardienne pour leurs enfants. Ça, c'est des choses qui sont arrivées souvent. Fait il faut que tu te déplaces avec tes 3 enfants en temps de pandémie pour aller chercher un panier alimentaire. Fait que là, tu as une charge à porter de famille. Tu as 3 enfants à surveiller, puis on te demande de faire attention, de ne pas te mettre à risque, de pas mettre à risque les autres, mais c'est super incohérent parce qu'on demande à une femme de se déplacer une aussi longue distance avec 3 enfants. Fait qu'elle se met, elle, à risque, elle met ses enfants à risque en temps de pandémie. Je trouve que c'est, personnellement, en tout cas, c'est une incohérence. Oui, ça manque énormément de sensibilité. Donc, ça reste que, pendant en parlant d'isolement, ben, c'est dans ce sens-là aussi, les femmes qui sont géographiquement plus éloignées des centres, ben, elles ont dû se mettre à risque elles ont dû faire des choix qui peuvent être un peu difficiles, ok, ben, et puis anxiogènes. Est-ce que je mets mes enfants à risque pour pouvoir avoir un peu plus de nourriture à mettre sur la table, tu sais, parce que le mois est serré, puis mon chum vient de perdre sa job, puis ben pas la PCU, c'est peut-être pas si c'est peut-être pas quand tu as 3 enfants, c'est peut-être pas assez. Puis je voulais aussi, ben on l'a nommé déjà, là, mais c'est l'accès aux différents moyens de communication, ben c'est pas, je pense qu'on prend pour acquis que c'est tout le monde qui a ça, mais ça reste, c'est pas un acquis dans notre société. C'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur personnel à la maison, puis à un téléphone cellulaire, ou ou à un téléphone cellulaire. Puis si tu as 3 enfants, puis que tu as un ordinateur, puis qu'ils ont des cours en même temps, ben ça peut-être toi que tu ne pourras pas l'utiliser pendant ce temps-là. C'est aussi considérer que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'en avoir 3 ordinateurs. Fait que je pense que ça aussi, ça fait partie d'être isolé, tu sais. Isolé de pouvoir être en contact avec d'autres personnes, mais pas juste avec d'autres personnes, puis pas juste avec des personnes proches, mais avec les services. Je pense que c'est ça. Puis par rapport à... Bon, lorsqu'on discutait un petit peu en vue d'enregistrer l'émission, la question, bon, des femmes autochtones qui vivent la situation de l'itinérance, notamment pour certaines d'entre elles, là, évidemment. Puis, avec cet aspect-là que vous avez mentionné il y a quelques minutes de l'intersectionnalité, comment, par rapport au milieu de la rue, il peut y avoir des impacts vraiment significatifs là, pour, je pense notamment aux femmes autochtones, par exemple? Bien, justement, je vais refaire du pouce sur ce que tu dis, mais sur ce que Kim vient juste de dire.
le fait d'avoir des moyens de communication pour rester en contact avec les services, pour les femmes qui sont en situation d'itinérance, c'est vraiment un luxe. Puis en pandémie, il y en a plein qui n'ont pas nécessairement de cellulaire. Les refuges ont fermé, ou les centres de jour ont fermé, souvent, et même d'autres établissements, là, des restaurants et autres, qui donnaient quand même l'espace aux femmes de pouvoir prendre le téléphone puis composer un numéro pour rejoindre une intervenante ou des ressources. Puis ça a été arrêté du jour au lendemain, là, en mars dernier. Puis ça a eu un impact. Nous, on a perdu considérablement plusieurs femmes pendant plusieurs mois. Aucune trace. Puis c'est très, très, très inquiétant. Puis on ne pouvait pas aller nécessairement partir à leur recherche non plus. Il faut qu'on reste quand même au centre, faire notre job, mais le fait de ne pas avoir un contact, une perte de contact comme ça, c'est significatif pour ces femmes-là. Puis elles sont beaucoup plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas de moyens de rejoindre les services, de rejoindre les autorités, de rejoindre une personne significative pour elles. Je pense que pour elles, c'est ça, il y a le réseau communautaire avec la pandémie a été vraiment, vraiment effrité, a été très, 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 très restreint. Il y a eu un manque d'effectifs sur le terrain. Nous, on s'est fait appeler à rester au centre. Il y a d'autres organismes, ça a été la même chose. Je veux dire, il y a eu un manque de travailleurs dans la rue aussi. Puis ça, les femmes l'ont ressenti. Puis dans les organismes, ça a été ils ont restreint en fait le nombre d'entrées aussi. Il y a des centres de jour qui ont fermé complètement. Fait que ces femmes-là qui vivent dans la rue, ben, ils ont manqué de beaucoup de support. D'emblée, je partirais comme ça, là, mais ils ont manqué d'énormément de support de la part des organismes communautaires, des intervenants. On a fait du mieux qu'on pouvait avec les restrictions et les mesures qu'on avait, mais c'était vraiment pas assez. Puis, c'est ça, je rajouterais juste aussi, les moyens de subsistance, ben, se sont faits de plus en plus rares parce que personne ne pouvait... je pense par exemple à la mendiance, ça a été extrêmement difficile. Il n'y a plus personne qui voulait donner du change ou de l'argent papier parce que ça disait que ça conduisait le COVID. Fait que les moyens de subsistance dans la rue, day to day, ont été beaucoup plus des moyens où ces femmes-là se mettaient en risque. Elles avaient à prendre d'autres moyens pour survivre, notamment faire du travail du sexe plus risqué, aller dans des endroits où elles pouvaient s'infecter aussi, être appelées à être recrutées beaucoup plus par des proxénètes, accepter d'aller dormir chez certaines personnes en échange de services, mais en sachant très bien qu'elle allait être en danger, mais le faire quand même parce qu'elles doivent survivre et subsister dans ces moyens-là. Puis la surjudiciarisation, ça a eu un impact considérable. Le nombre de femmes autochtones qui ont eu des tickets, des contraventions de la part du SPVM pendant la pandémie, seulement parce qu'elles contrevenaient aux règles de distanciation sociale, aux règles de ne pas porter le masque, aux règles de couvre-feu, c'est énorme. Puis ces femmes-là ne seront pas capables de rembourser ces contraventions-là. C'est complètement absurde. Puis ça l'a ajouté. Ils ont déjà un stress de survivre dans la rue, de s'adapter à toutes les mesures. Puis en plus, ils vivent une discrimination de la part des policiers qui savent très bien que, ben, où est-ce que tu veux qu'elle aille? T'sais, elles sont dans la rue, tu veux qu'elle aille où? Là? Elle va s'inventer une maison du jour au lendemain? Mais non. Mais bref, je vais laisser ma collègue parler, mais ça, c'est quand même quelque chose de propre à la COVID, là. Puis aussi propre à la COVID, c'est quelque chose qui me vient là en tête, puis que ça m'était venu au moment où ça avait été, je pense que c'était le 15 mars, là, où on avait eu l'annonce, ben, les femmes, parce que là, c'est important que, moi, je tiens à dire que tout ce que je vais dire, ben, la majorité des choses que je vais dire là, pour les prochaines quelques minutes, ça concerne les femmes autochtones en situation d'itinérance, parce qu'à Montréal, il y a plusieurs femmes autochtones, puis elles sont pas toutes en situation d'itinérance. Non, c'est ça. Ça, c'est important de le nommer. Mais ce que je vais nommer là, c'est vraiment concernant les femmes autochtones qui peuvent être en situation d'itinérance. Ben, il y a premièrement l'accès à l'information, hein, parce que quand tu es en situation d'itinérance, il y a tous tes points d'information, c'est soit des organismes communautaires qui viennent de fermer, puis que les portes sont fermées, ben tu ne sais pas ce qui se passe.
Fait que tu ne sais pas c'est quoi les normes sanitaires, puis tu ne comprends pas pourquoi tout le monde tout d'un coup porte des masques. Puis peut-être que tu parles pas la même langue que tout le monde dans la vie. Fait que peut-être que le monde, quand il essaie de te faire comprendre ce qui se passe, tu ne comprends pas parce que toi, ben, tu parles anglais, puis la personne, elle te parle en français, fait que tu comprends mieux. Fait que ça aussi, c'est un aspect. Les personnes en situation d'itinérance, ben, ils n'ont pas eu d'informations. Ils n'ont pas été informés de la situation. Ils ont appris sur le tas à coup de tickets, probablement. Puis à coup de je me frappe le nez sans porte parce que c'est fermé, puis je ne savais pas trop ce qui se passe. Fait il y a ça. Puis on parlait d'intersectionnalité. Ben, je voulais aussi nommer que à Montréal, là, il y a juste un refuge pour femmes autochtones en situation, en toutes sortes de situations, c'est le Native Women's Shelter. Il y a différents refuges pour les femmes à Montréal, mais il faut faire la distinction aussi entre des refuges pour femmes qui vivent de la violence conjugale et des refuges pour femmes qui vivent des difficultés. Puis les critères d'admission sont pas les mêmes. Faut faire la différence parce que puis pendant la pandémie, là, les refuges ont été plus qu'à leur pleine capacité. Là, parce qu'en plus, les refuges devaient appliquer des mesures sanitaires eux autres aussi pour prévenir la sécurité des personnes qui sont là puis des employés. Fait que ça, c'est important. C'est des choses à nommer. C'est aussi important de nommer que il y a plein d'autres refuges où les femmes ont accès, mais c'est des refuges mixtes. Puis ben c'est pas toutes les femmes qui vont faire le choix d'aller dans un refuge mixte parce que pour un aspect de sécurité, puis pour des aspects qui peuvent être de trauma aussi, puis aussi parce qu'elles répondent pas aux critères, parce que en situation d'itinérance ou pas, il y a des femmes qui ont des problèmes de consommation, puis c'est pas tous les refuges qui acceptent les femmes qui consomment. Fait que ça a été pas mal difficile pendant la pandémie d'avoir accès à des refuges. Moi, je me rappelle avoir passé des journées au téléphone, parce que ça aussi, c'est une autre affaire, hein, parce que les refuges, il faut que tu appelles pour pouvoir te faire une place. Mais quand tu es dans la rue, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'argent pour utiliser un téléphone public, puis il faut que tu appelles à partir de telle heure, puis que l'organisme qui est ouvert, puis qui donne accès peut-être à un téléphone, ben il est ouvert les heures où le refuge ne prend pas les appels, ben tu dois en plus pendant ce temps-là, quand tu peux pas rejoindre le refuge. Ça a été des grosses incohérences pendant le gros de la pandémie. Je sais qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place par après, mais ça reste quand même que ça reste encore une forme d'incohérence, puis il y a encore des choses similaires qui sont des caractéristiques pour, mais pas des caractéristiques, mais des critères pour l'admission. Je pense que ce serait important de les assouplir en temps de pandémie. Puis je pense aussi que, ben là, ça, je vais en donner éventuellement plein de fois dans le podcast, mais ça prend plus de refuge pour les femmes autochtones. C'est pas assez. Puis elles sont débordées. Les filles, là, au Native Women's Shelter, là, elles travaillent. Elles en ont du travail. Puis aussi, il y a eu d'autres mesures, comme je l'ai nommé. Il y a eu les haltes chaleur. Ça, c'est des mesures d'hiver. Hein. C'est pas des mesures de COVID. Il y a eu aussi les différents hôtels qui étaient comme un peu pas inhabités, mais bon, des hôtels qui ont été mis à la disposition des personnes en situation d'itinérance. Mais je pense que c'est important de nommer, l'intention est vraiment bonne. Puis c'est pas juste, selon moi, c'est pas juste une mesure d'hiver. Je pense qu'il y a aussi derrière l'idée du couvre-feu, là, parce que je pense que ça va se continuer ou je ne sais pas. Mais si ça se continue, il faut clairement que ce soit revu parce que c'est pas des endroits sécuritaires pour les femmes. C'est des endroits où en fait, c'est des endroits à air ouvert pour beaucoup, pour le nommer. Il n'y a pas de possibilité d'intimité. Là. Fait que quand tu rentres et que tu as une salle de bain qui n'a pas de porte, peut-être que tu ne sentiras pas en sécurité d'aller faire ce que tu as à faire à la salle de bain. Puis aussi, pour le nommer, là, je veux dire, ça reste que c'est des endroits identifiables de choix pour des dealers puis pour des proxénètes, de savoir qu'il y a un paquet de monde vulnérable qui ont peut-être besoin de conso ou qui sont peut-être dans le besoin d'argent. Fait que je pense que ça aussi, c'est une des raisons pourquoi c'est à risque ces endroits-là. Puis ça fait en sorte que, je me pose la question, est-ce qu'on est en train de ghettoiser des problématiques sociales? Parce que l'intention est bonne, c'est pas ça, mais c'est parce qu'il faut que ça se fasse d'une autre façon. Il faut qu'on pense à nos solutions, là. Il faut qu'on mette des mesures plus sécuritaires. Il n'y a pas d'intervenance à ces hôtels-là. Là. Il y a un garde de sécurité. Mais une femme qui vit un trauma, elle ne sera peut-être pas à l'aise d'aller voir un garde de sécurité pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Là. Ça, c'est important. Là. Puis ça rappelle,
je pense que, ben, j'arrête pas de le dire, là, moi, ça me fait juste penser à Vancouver, là, tu sais, où, en fait, c'est surtout les jeunes autochtones là, qui sortent de ce qui est l'équivalent de la DPJ là-bas pour nous ici, ils sortent de la DPJ, c'est pas la DPJ, mais en tout cas, de quelque chose qui est l'équivalent à Vancouver, puis ils sont placés dans des hôtels. Bon, dans ces hôtels-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vivent, ils sont confrontés à de la violence, à des agressions. Puis, il n'y a plus personne à part les gens qui sont dans des situations de vie précaires, qui vont là-bas, puis la police, ils va même pas. Fait, je me dis, on peut peut-être prendre exemple sur ce qui se passe, puis essayer de reproduire des mêmes schémas. Peut-être penser qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas pour pouvoir le mettre en place ici pour que ça marche. C'est juste une idée que je lance, je sais pas. Puis, je pense que c'est ça. Je pense que pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Je vous lancerai peut-être parce que le temps file rapidement. Puis, en fait, c'est à travers ce que vous me parlez présentement, je me dis que c'est un bon moment pour vous relancer sur la question du fait que, pour moi, la Journée internationale des droits des femmes, ça m'apparaît comme une journée toute désignée là, pour nommer des changements qui sont souhaitables, pour mieux assurer les droits des femmes ou pour mieux lutter contre les inégalités qui existent. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement concret apporté, soit par le politique ou plus largement là, au sein de notre société afin d'agir sur la situation? Il y a beaucoup de choses, mon Dieu. Je peux en nommer quelques-unes, puis c'est sûr que je vais laisser de la place à ma collègue. Je pense que ça passe par l'éducation en premier. Il faut clairement que nos systèmes d'éducation soient revus, puis on doit inclure une partie de l'histoire des peuples autochtones. Il faut que ça nous soit enseigné, il faut qu'on comprenne quelles erreurs on a fait pour pouvoir arrêter de perpétrer des comportements qui peuvent être vraiment nocifs, puis qui peuvent en fait faire en sorte qu'il n'y en a pas de réconciliation qui se construit à cause de ça. Si c'est ça à quoi on aspire, il faut clairement qu'on revoie nos pratiques. Il faut que ce cursus-là soit mis sur pied par une personne ou des personnes autochtones. C'est clair, là. C'est pas à nous à juger c'est quoi leur histoire. On a beaucoup à apprendre, puis ça commence par là. Puis c'est clair que si on continue avec l'éducation, je pense que la police a clairement besoin d'inclure puis de revoir. Ça a besoin d'inclure une forme de sensibilisation à l'intervention auprès aux interventions puis aux réalités des personnes autochtones parce que ça marche pas. Ça marche pas, puis ça fait longtemps que ça se dit, là, c'est pas depuis hier, là, ça fait des années. Donc, je pense que là, ce serait bien qu'un jour le message soit entendu. Puis qu'il y ait plus de représentation de femmes autochtones aussi dans les médias, puis pas juste en tant que porte-étendard de leur communauté. Est-ce qu'on peut présenter leur art? Est-ce qu'on peut présenter ce qu'elles font? Est-ce qu'on peut les inviter à parler sur des sujets qui sont pas forcément juste des sujets qui touchent les communautés autochtones? Ça aussi, ce serait important. Puis plus de travailleuses et travailleurs autochtones dans le milieu, puis aussi dans le milieu communautaire, puis qu'il y ait des services dans les différentes langues de différentes nations aussi, c'est très bien ça. Puis qu'on puisse l'entendre aussi, ça pourrait peut-être être le fun, en tout cas, s'ils sont d'accord, évidemment. C'est quelque chose qui se fait déjà à FAC, là, mais à Femmes autochtones au Québec, mais de consulter les femmes autochtones sur différents sujets, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir comme changement, qu'est-ce qu'elles aimeraient qui soit fait pour elles je parle au niveau collectif, au niveau social, ce serait quoi leurs attentes. Mais comme je dis, vous pouvez clairement aller sur le site de FAC, vous allez avoir plein de documents là-dessus, mais c'est juste que ce serait bien que ce soit pas juste des organismes qui se dédient aux femmes autochtones qui le font, il faudrait que ce soit donc des organismes ou des services gouvernementaux aussi qui incluent ça. Je laisse Rachel parce que je ne vais pas parler tout le long. C'est aussi des choses à dire. Oui, moi, mes suggestions puis mes recommandations par rapport à ça, c'est aussi au niveau de deux autres enjeux vraiment inquiétants puis que j'aimerais soulever. C'est qu'avec la pandémie, il y a eu énormément de recrudescence d'agressions sexuelles. Les femmes autochtones ont subi beaucoup d'agressions sexuelles, surtout celles qui sont en situation d'itinérance. Dans une...
dans une dynamique où on est en restriction, où les ressources se font très rares, où il n'y a pas en amont des choses qui ont déjà été préparées, qui ont été faites pour les accueillir, ces femmes-là, elles se retrouvent à nous dévoiler ces agressions-là, mais ne voudront pas aller porter plainte nécessairement. Elles ne se sentiront aucunement à l'aise et pour beaucoup des raisons, et pour bien de raisons évidentes, de passer par les hôpitaux pour aller faire un test de dépistage, un rape kit qu'on appelle, ne se sentiront pas plus à l'aise d'aller déposer une plainte au poste de police, considérant la méfiance du SPVM, mais des policiers en général sur la colonisation. Puis nous, on se retrouve, les intervenants, à être témoins de ces augmentations d'agression-là. Intense dans la rue, tu sais. Puis on se retrouve on s'est retrouvés à se mettre ensemble. En fait, on a créé un comité de travail avec d'autres, nous, par exemple, moi et Kim, mais d'autres intervenants du milieu, des travailleurs de rue qui sont présents aussi, des coordonnateurs d'organismes autochtones qui sont aussi dans d'autres projets non autochtones. C'est Amanda Labillois, en fait, qui est navigatrice chez Médecins du Monde, navigatrice autochtone, qui a eu cette initiative-là, en fait, de mettre tout le monde en commun, puis de voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, tu sais, je pense que nécessairement, le problème est majeur, il faut l'adresser. C'est magnifique ce qu'on est en train d'essayer de créer en ce moment. C'est les gens de la base, on est là, on est présent, mais, tu sais, on n'a pas d'équivalent de CAVAC, de trêve pour elles. Il n'y en a pas de ça. Puis les femmes, elles vont où? Ben, elles vont essayer de passer par nous, elles vont essayer de passer par d'autres services, elles vont essayer d'avoir le moindre petit support possible qu'on peut lui donner. On va pouvoir les accompagner à l'hôpital, mais même là, avec le COVID, ça a été impossible. Aller dans une clinique d'avortement, accompagner une femme dans une clinique d'avortement, c'est impossible. Fait qu'on se retrouve avec beaucoup de mains liées. Puis il y a un problème qui est majeur. Puis je pense sincèrement qu'on mériterait à Montréal d'avoir au moins 2 ou 3 espaces sécuritaires, culturels, qui permettent à ces femmes-là de vraiment pouvoir se déposer, vivre ce qu'elles ont subi, puis de décider ce qu'elles veulent faire. Est-ce qu'elles veulent porter plainte? Si c'est ça, ça sera ça. Mais si c'est avoir une justice réparatrice, avoir une forme de guérison culturelle, avoir une forme de thérapie, ben trouver, tu sais, il n'y a rien de ça qui est fait en ce moment. Oui, des centres de santé pour femmes autochtones. Des centres de santé, là, il n'y en a pas. Puis les travailleurs, même au refuge pour femmes autochtones de Montréal, on était Women's Shelter, mais ils viennent d'avoir une subvention pour créer un espace, en fait, pour ces femmes-là. Puis ça, je veux souligner parce qu'enfin, il était temps. Je pense que c'est très tard, mais je veux souligner, puis je suis vraiment heureuse de ça. Puis je pense que ça va apporter beaucoup de belles choses parce que les femmes vont pouvoir décider de faire une déposition là-bas avec les policiers. Ils vont même pouvoir peut-être avoir un rape kit sur place avec des intervenants. Mais ça, c'est le seul. Puis il vient juste d'être créé la semaine dernière, là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin de plus d'espace comme ça, puis on a besoin... Oui, les femmes ont besoin de guérison, puis ont besoin de soutien communautaire, psychologique, puis culturel. Puis ça manque énormément. Puis il faudrait revoir aussi dans le communautaire comment on peut créer ces espaces-là, sont nécessaires. Je voudrais aussi rajouter au niveau des surdoses. Il y a des articles qui sont sortis récemment aussi cette semaine dans la presse, dans le Journal de Montréal, par rapport à la problématique des surdoses à Montréal. C'est aussi quelque chose qui nous alarme en tant qu'intervenante. Dans la rue, on a vu une recrudescence de surdose également. Les pratiques de consommation ont été à risque pour plein de raisons. La drogue qui est en ce moment dans la rue est vraiment néfaste. Fait qu'on souhaite plus de sites d'injection supervisés. On souhaite qu'il y ait plus de naloxone distribué. Puis, on va continuer de travailler là-dessus, faire nos demandes.
Avant de se laisser, le Centre des femmes de Montréal accompagne des femmes afin qu'elles puissent s'accomplir personnellement et professionnellement depuis 1973. Les gens peuvent retrouver les informations pour rejoindre le Centre des femmes de Montréal via votre site Internet. Kim, Rachel, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation de participer à l'enregistrement de cet épisode podcast du Grand Plateau. Ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission podcast aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup.